Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu. Salut Julien. On va parler, Mathieu, aujourd'hui de rémunération du dirigeant parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, déjà pour des problématiques égoïstement personnelles et aussi parce que je trouve que autant c'est facile, tu vois, de créer des boîtes, c'est facile. C'est facile d'avoir des idées, de créer des boîtes, les mettre en œuvre. C'est facile aussi d'investir dans l'immobilier, encore plus facile, on va dire, que de créer des boîtes. Mais souvent, moi, je rencontre des gens dans des soirées de réseau, etc., qui sont complètement perdus sur c'est quoi la meilleure optimisation fiscale pour se rémunérer. Déjà, il y a toujours un gros clash entre SARL et SAS. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi SARL ? SARL, ça a l'air... Moi, je te donne l'image que j'ai. Ouais. C'est une boîte... c'est une vieille boîte, quoi. Tu vois, c'est pour les vieux. et SAS... Je suis un vieux, alors. Ouais. Et SAS, putain, je trouve que c'est plus dans l'air du temps, etc. Mais c'est l'image... Non, ouais, c'est pas l'image que j'en ai moi. Je connais un peu la différence, même si des fois, je fais un peu le naïf dans les épisodes. Mais je connais un peu la différence. Mais j'ai l'impression que les gens ont cette image-là. SARL, vieille boîte. SAS, boîte trop moderne. C'est trop bien pour avoir une start-up, tu vois. C'est quoi vraiment la différence ? Et après, dans la seconde partie, en matière de rémunération, c'est quoi qui est le plus intéressant ? Parce que d'un côté, il me semble que je ne suis pas considéré comme salarié. Et de l'autre côté, je suis assimilé salarié. Donc, je te laisse nous dire peut-être ce qu'est la différence. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Donc effectivement, moi aussi de mon côté, on entend la même chose, exactement la même chose. Et souvent, je leur précise effectivement que moi, à titre personnel, je suis une SARL, donc souvent, c'est un peu comme le vendeur qui dit « mais moi, j'ai la même chose chez moi ». Donc voilà. Mais sauf que c'est vraiment vrai, c'est pas pour vendre. Je vends pas spécialement une SARL ou une SAS, donc vraiment, ça, c'est un point important. En fait, déjà aussi, c'est que la vérité, c'est que la SARL est un statut de société qui existe depuis très longtemps, effectivement plus vieux. Ce que je dis. Exactement. Alors que la SAS est un statut très récent, enfin début des années 2000. Donc en soi, à l'échelle du code de commerce, c'est très récent. Donc la SAS, elle a été créée à la base, effectivement, comme son nom l'indique, société par action simplifiée, pour faire quelque chose de simple, et de souple et de flexible. Donc effectivement, elle a le mérite d'être beaucoup plus simple et beaucoup plus souple d'un point de vue juridique qu'une SARL qui est régie par le code de commerce. Donc la SARL, qui est Société à responsabilité limitée, elle porte assez mal son nom parce que déjà, en fait, une différence qu'il est dans l'acronyme mais qu'il n'est pas en réalité, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la SARL qui a responsabilité limitée, la SAS, elle a exactement la même chose de ce point de vue-là. Ça veut dire quoi, sa responsabilité limitée ? Et alors, ça veut dire qu'en fait, ta responsabilité, toi, en tant qu'associé, elle est limitée au capital que tu vas apporter dans la société. Tu crées ta boîte, tu mets 1 000 € dans le capital, par exemple. Ça veut dire qu'au pire des cas, si la boîte a fait faillite, qu'elle a des dettes, etc., qu'elle ne peut pas honorer, au pire des cas, tu perds tes 1 000 €. Tu ne récupères pas tes 1 000, mais c'est tout. On ne va pas te chercher plus loin. C'est ça la responsabilité qui est limitée aux apports en capital. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, tu ne récupères pas ta mise. Ouais. Donc, sauf que normalement une banque elle est pas folle, quand elle te prête elle te demande une caution, une garantie personnelle. Okay. Si c'est une banque effectivement c'est plus compliqué parce que même c'est systématique. J'ai jamais eu une banque qui ne prenait pas une caution personnelle du dirigeant. C'est systématique, effectivement, elle va te demander ça. Par contre, c'est pas le cas pour des fournisseurs, c'est pas le cas pour même le fisc, l'URSSAF, etc. Quoi. Okay. Alors sauf si c'est des cotisations URSSAF personnelles, mais sinon c'est pas le cas. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là où c'est à responsabilité limitée. La SAS, c'est exactement pareil. En fait, les seuls qui ne sont pas à responsabilité limitée, on peut faire l'inverse, c'est plutôt les SCI par exemple. La SCI, elle n'est pas à responsabilité limitée. Mais en même temps, le principal dette qu'on a dans une SCI, généralement, c'est l'emprunt bancaire dont on est caution personnelle. Donc au final, c'est pas vraiment le cas. Et il reste après les entreprises individuelles. Donc c'est vrai qu'on ne va pas en parler ici, mais il reste les entreprises individuelles qui est notre option possible. En gros, on a 3 grosses options quand on crée une boîte aujourd'hui en France. Pour moi, c'est hormis les SCI pour faire purement de l'immobilier, mais sinon pour une activité commerciale, c'est soit on fait une entreprise individuelle effectivement, c'est-à-dire que c'est comme un LMNP. Par exemple, un LMNP, il est en entreprise individuelle. Ouais. Dès qu'à partir du moment où j'ai un numéro SIRET avec mon nom en tant que personne physique, je suis ce qu'on appelle une entreprise individuelle. C'est quoi ? C'est auto-entreprise, micro-entreprise ? C'est un peu pareil tout ça ? Non, en fait, alors
la micro ou l'auto-entrepreneur, c'est la même chose, est une entreprise individuelle. Ouais. C'est juste qu'elle a opté pour un régime fiscal forfaitaire. Ok. Mais par contre, je suis une entreprise individuelle à partir du moment où j'ai un SIRET avec mon nom de personne physique associé. Ok. Donc quand je suis une entreprise individuelle, soit je suis au micro, pas de souci. Si je suis au réel, j'ai une entreprise comme une autre. Je dois faire un bilan, une liasse fiscale, je fais des factures, etc., etc. Mais je n'ai pas une société, c'est-à-dire que je ne dois pas rédiger des statuts, comme une SAS ou une SRL, et Je peux pas avoir d'associé. je ne peux pas avoir d'associé, exactement. Voilà. C'est la grosse différence, c'est ça. Mais du coup, il y a quand même moins de contraintes juridiquement à l'acquisition, pas à l'acquisition, pardon, j'étais dans l'immobilier là, à la création, pardon, et aussi en cours de route, parce qu'il n'y a pas d'assemblée générale, pas de statut, etc., etc. Donc beaucoup plus souple. Par contre, la responsabilité, elle n'est pas limitée à l'entreprise individuelle, elle est illimitée, à l'inverse. Donc c'est-à-dire que là, cette fois, comme c'est moi, personne physique, si j'ai des dettes, c'est moi qui les ai, c'est pas ma boîte, parce que ma boîte et moi, c'est la même chose. Donc là, c'est la différence. Seul tout ce qui est immobilier est protégé, c'est-à-dire que ma résidence principale, elle est protégée d'office. Et si j'ai d'autres biens à titre personnel, je peux faire une déclaration d'insaisissabilité chez un notaire pour protéger aussi ces biens-là. Ok. Mais il faut faire la démarche chez le notaire quand même. Ok. Donc ça, c'est... voilà. Par contre, tout le reste n'est pas protégé. Mon compte en banque, mes biens meubles, voiture, mobilier, enfin tout ce que tu veux. Bref, ça, c'est pas protégé. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Il n'y a plus de différence fiscale aujourd'hui, par contre, parce que depuis l'année dernière, on peut opter à l'impôt sur les sociétés, totalement contre-intuitif, d'être en entreprise individuelle et d'opter à l'impôt pour les sociétés. Ouais. Donc, mais bon, du coup, là, ça devient un peu bizarre, mais au final, c'est possible depuis l'année dernière. Donc, ça veut dire que du coup, on peut avoir exactement le même régime fiscal qu'en SARL, pas qu'en SAS, mais qu'en SARL, c'est-à-dire qu'en gros, si je suis pour être précis, EURL, parce qu'en fait, EURL, c'est une SARL avec qu'un seul associé, c'est la même chose, c'est juste qu'il n'y a qu'un seul associé. Si je suis une EURL à l'IS, c'est la même chose que si je suis une entreprise individuelle à l'IS, d'un point de vue fiscal. Juste juridiquement que ça va changer. Donc l'avantage que ça peut quand même avoir, l'entreprise individuelle, c'est si je ne suis pas amené à avoir d'autres associés, que je n'ai pas de risque d'exploitation par rapport au fait que ça soit une responsabilité qui soit illimitée. Concrètement, ça peut valoir le coup parce qu'au final, je peux arriver à la même situation qu'une SRL avec des coûts moindres. Ok. Voilà. Après, encore une fois, si des coûts moindres, c'est pas non plus des milliers et des cents, c'est juste à la constitution et faire une AG tous les ans. Et à la fermeture. Bon, c'est pas non plus énorme. Et CFE par exemple, cotisation foncière ça c'est pareil, pareil. Tu l'as toujours. Okay. Donc ça, voilà, tu peux te retrouver à la même chose effectivement depuis l'année dernière avec ça. Et nous, d'ailleurs, tous nos clients en entreprise individuelle, on est quasiment tous en train de les faire basculer en option à l'IS, parce qu'au final, c'est quand même mieux d'être à l'IS que d'être à l'impôt sur le revenu, parce que ça permet d'optimiser potentiellement les pistes de rémunération, les pistes d'optimisation, notamment de la rémunération. Parce que quand tu es à l'impôt sur le revenu par défaut en entreprise individuelle, tu imposes ton résultat, que tu l'aies pris ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais ton chiffre d'affaires moins tes charges, tu as un résultat, il est imposé à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, même si tu l'as pas pris. Et donc, des fois, tu peux ne pas le prendre parce qu'il y a certaines charges, certains décaissements qui ne passent pas en charge. Si je rembourse un emprunt, typiquement, il n'y a que les intérêts qui passent en charge, pas le remboursement du capital. Et donc, potentiellement, je peux me retrouver à ne pas avoir l'argent sur mon compte en banque parce que j'ai remboursé mon emprunt. Et donc, pouvoir payer des impôts sur quelque chose que j'ai pas. Donc ça, c'était un peu l'injustice, entre guillemets. C'est un peu le même principe que sur les SCI à l'IR, quoi. Exactement, voilà, c'est le même principe. Et du coup, là, en optant à l'IS, je peux vraiment fiscaliser que ce que j'ai pris, que la rémunération que j'ai pris est pilotée entre mon résultat qui va être imposé à l'IS et ma rémunération qui sera imposée à l'IR. Okay. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt. Bon, voilà la parenthèse refermée sur l'entreprise individuelle, mais qui reprend de la vigueur, on va dire, aujourd'hui, depuis cette option à l'IS, on en a beaucoup plus parce que ça reprend de l'intérêt. Ouais. C'est important. Donc il y en a plus parce que c'est un peu plus simple à faire qu'une URL, quoi. C'est ça. Okay. Plus simple. Donc pour quelqu'un qui est vraiment sûr de rester seul et pas de risque d'exploitation, on avait beaucoup par exemple de professions libérales en fait, typiquement. Je pense que le plus gros des entreprises individuelles historiquement, c'est quand même ce qu'on appelle les BNC, donc bénéfices non commerciaux, qui sont des professions libérales. Ouais, okay. Médicales ou pas, mais beaucoup médicales, mais on a aussi des avocats. Alors moins après certaines professions qui sont plus regroupées, type expert comptable, type notaire, ils sont souvent pas en individuel. Mais ils sont plus en société. Mais par contre, effectivement, les médecins et les avocats, pour faire simple, beaucoup étaient là-dedans. Et ça commence maintenant, du coup, à devoir redonner un peu d'intérêt à ce système-là. Ok.
Ensuite, si on est en société, qu'on part en société, effectivement, les deux gros choix qui s'offrent à nous, parce que j'exclus la SCI et puis j'exclus les autres sociétés pas forcément adaptées, parce qu'il y a plein d'autres types de sociétés en France, mais très rares. Le plus gros, c'est SARL, SAS. La SARL reste encore quand même, malgré son côté vieillissant, le statut le plus utilisé. Au global, pas le plus créé, mais le plus utilisé. La différence, donc, on a dit la responsabilité, c'est la même chose. On peut avoir aussi qu'un seul associé ou plusieurs, ça c'est pareil aussi. Il n'y a pas de limite non plus dans le capital social. On peut mettre un capital à partir d'1 euro, du moment qu'il existe. On peut être seul ou plusieurs, donc ça c'est soit SASU, EURL ou SAS, SARL si on est plusieurs. Et ensuite, par contre, la grosse différence entre les deux, enfin il y en a deux grosses différences. La première, d'un point de vue juridique, je disais tout à l'heure, la SAS, elle est souple d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que du coup on met ce qu'on veut dans les statuts pour faire simple, c'est-à-dire qu'on peut, au niveau des dirigeants, il faut à minima un président, mais après par contre on peut nommer autant d'autres dirigeants qu'on veut avec les dénominations que l'on souhaite. Voilà. Okay. On peut mettre aussi un certain nombre de clauses. Donc les plus courantes, c'est clauses d'agrément, préemption et inaliénabilité. Pas facile. Inaliénabilité, c'est quoi ? Inaliénabilité. Ah, inaliénable. Ouais, c'est d'accord. pour dire qu'on ne peut pas céder Okay. en fait, des actions. Donc ça, ces trois-là, en fait, donc c'est agrément, ça veut dire que tous les associés, par exemple, doivent donner leur accord pour pouvoir céder des actions, pour qu'un associé cède ses actions. Préemption, ça veut dire que tous les associés sont prioritaires pour acheter des actions quand il y a un associé qui met ses actions sur le marché. Et inaliénabilité, je me suis retenté, c'est que, en gros, tout simplement, les actions ne seront pas cessibles. Okay. Très rare, mais ça peut arriver si on a des hommes clés ou des choses comme ça. Okay. Donc, du coup, ça, on ne peut pas le faire dans une SARL, par exemple. Ensuite, après, on peut associer... Une SARL, tu peux pas mettre de clause d'agrément. Alors, on a des clauses, mais en fait, dans tous les cas, qui sont régies par le code de commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est tous les associés qui doivent être d'accord. En fait, c'est des quotas, entre guillemets. C'est pareil pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est pareil pour tout le monde. Tu peux pas personnaliser. Okay. La SAS, en gros, c'est très simple, c'est que les statuts sont personnalisables. La SARL, c'est le code de commerce, c'est pas personnalisable. Okay. Pour faire simple, c'est ça, d'un point de vue juridique. Mais comme c'est personnalisable, ça veut dire que c'est beaucoup plus adapté quand il y a le capital qui va beaucoup changer, que tu as besoin de changer les statuts. Donc, typiquement, tu vas lever des fonds, tu vas faire rentrer des associés. Tu t'associes avec un certain nombre de personnes, mais tu veux pouvoir quand même assurer tes arrières. Donc, tu veux y ajouter, par exemple, ce qu'on appelle un pacte d'associés, des choses comme ça. Là, la SAS, c'est vraiment faite pour ça. Vraiment pour avoir cette souplesse juridique, pas la SARL. Donc voilà pourquoi beaucoup de startups, tu le disais tout à l'heure, utilisent la SAS, parce que clairement, pour faire une levée de fonds, il faut faire une SAS. Donc la souplesse juridique, c'est le premier point, et plutôt avantage à la SAS. Deuxième point, c'est la rémunération du dirigeant. Donc le sujet qui nous intéresse, c'est que quand tu es dans une SAS, je disais, donc si tu es tout seul, en tout cas, et à minima, tu es président de la SAS, et en tant que président, tu es assimilé salarié si tu te rémunères. Donc c'est-à-dire qu'assimilé salarié, tu vas prendre un bulletin de salaire si tu veux te rémunérer, et tu vas payer les mêmes cotisations sociales qu'un salarié, à la différence que tu ne peux même pas avoir les abattements auxquels peuvent prétendre en fait les salariés sur notamment les bas salaires. Ouais. Donc ce qu'on appelait autrefois les réductions Fillon, maintenant on appelle ça réduction bas salaire. Je crois que ça a même encore changé de nom, mais bref. C'est une réduction de charges sociales, de charges patronales notamment. Par exemple, un SMIC, tu ne payes pas 40% de charges patronales sur un SMIC, tu payes 15-20%. Par contre, quand tu as un salaire plus conséquent, tu vas payer 40%. Toi, en tant que président de SAS, assimilé salarié, tu payes directement le taux plein. Et en plus de ça, tu n'as pas le droit, tu n'as pas les mêmes droits parce que notamment, tu n'as pas le droit au chômage. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit assimilé salarié parce que tu as un bulletin de salaire, tu payes les mêmes cotisations, mais tu n'as pas le droit aux réductions et tu n'as pas le droit au chômage. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Aucun dirigeant de aucune société n'a le droit au chômage. Il faut qu'il y ait un lien de mandat social, un lien de subordination, pardon. À partir du moment où tu as un mandat social, on considère que tu n'as pas de lien de subordination. Donc, si tu n'as pas de lien de subordination, tu n'as pas le droit au chômage. Le lien de subordination, c'est en gros une relation employeur-employé. Si c'est toi-même à la fois qui fait les deux, il n'y a pas de lien de subordination. Et ce qui peut être le cas aussi quand c'est des personnes de la même famille, aussi, on fait ce qu'on appelle des enquêtes auprès de Pôle emploi pour savoir s'ils ont le droit ou pas à cotiser au chômage. Parce que des fois, ils considèrent qu'il n'y a pas de lien de subordination aussi, des fois avec conjoint, enfant, etc. Okay. Donc voilà, donc ça c'est un point important. Donc je suis assimilé salarié, je prends un bulletin de salaire et donc ça veut dire que quand je me prends, donc ça coûte très cher, comme quand on a un salarié, c'est-à-dire que quand on veut se prendre par exemple 1000 € dans sa poche, ça va coûter à l'entreprise environ 1850 €. C'est-à-dire qu'en gros on a 1000 € pour nous et 800 et quelques euros pour l'URSSAF. Ok. Cadeau.
Donc ça veut dire qu'en gros, c'est du simple au double. C'est souvent ce qu'on compte aussi quand on a un salarié en disant entre ce que lui va avoir dans sa poche et ce que ça coûte là à la boîte, c'est quasiment du simple au double. Oui. Là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je parle bien c'est important, je parle bien en net. C'est-à-dire que je parle pas de brut. Pas brut, Exactement. Ouais. C'est-à-dire que je parle vraiment en net dans ma poche et en coût pour la boîte. Donc ça, c'est important déjà de bien comprendre. Et après, ce salaire-là, il va être imposé à mon impôt sur le revenu classique, comme n'importe quel salaire. Dans la SRL, cette fois, je suis travailleur non salarié. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on dit TNS, des fois aussi, parfois. Donc le TNS, il est affilié à l'URSSAF. Et du coup, l'URSSAF des indépendants, ce qu'on appelait avant le RSI. Et c'est peut-être ça qui a donné le côté vieillissant à la SRL. Parce que le RSI, effectivement, c'était un truc vieillot qui n'existe plus, qui a été repris par l'URSSAF. Bon, pour autant, potentiellement, c'est les mêmes bureaux, les mêmes personnes derrière. Ils ont changé le logo, mais ça fait plus moderne. Et ils ne se trompent plus. Donc, mécaniquement, ou très peu. On entend moins parler. Ouais, exactement. Donc, quasiment plus. Et effectivement, le problème du RSI, à la base, début des années... ça a peut-être été un peu plus que début des années 2000, je pense. C'était plus 2010. Ils ont réuni en fait toutes les caisses des indépendants qui existaient avant, parce qu'en fait avant chaque profession avait des caisses. Ils ont réuni toutes les caisses au même endroit, régime social des indépendants, et quand ils ont réuni toutes les caisses, en plus c'était début des années 2000, donc informatiquement parlant, c'était pas encore trop ça. Et il y a eu beaucoup de bugs informatiques, c'était un bordel pas possible. Et au final, plein de gens se sont retrouvés à avoir des appels dans tous les sens. C'est vrai, c'était un bazar pas possible, personne n'y comprenait rien. Donc effectivement, là, il a pris sa mauvaise réputation. Depuis, c'était repris par l'URSSAF des indépendants. C'est beaucoup mieux géré. Et puis, je pense que c'est mieux appréhendé, mieux compris aussi maintenant. Donc, quand je suis affilié à l'URSSAF des indépendants, que je suis TNS, cette fois, donc j'ai pas de bulletin de salaire. Je me verse ce que je veux, quand je veux, concrètement. Ce qui fait office, en fait, de déclaration de revenus. C'est ma déclaration d'impôt sur le revenu en juin, que je fais comme tout le monde, où là, je vais déclarer effectivement ce que je me suis versé sur l'année civile qui est passée, qui est aussi le montant qu'on aura indiqué sur le bilan comptable de l'année en question. Mais là, ça veut dire que je peux décider admettons que je clôture au 31 décembre, je peux décider en décembre de me payer tout d'un coup pour toute l'année sans rien m'être payé de l'année. Et du coup, ça sera inscrit ce montant sera inscrit dans mon bilan, même s'il n'a pas été mensualisé, ou même s'il y a un mois où je me suis versé 1000, l'autre 0, puis l'autre 10 000. Tu peux même faire mieux que ça. Tu peux décider en mai N+1 de le faire. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ton bilan. Donc au final, tu as jusqu'au 17 mai de l'année d'après pour faire ton bilan. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as jusqu'au 17 mai pour décider de ta rémunération que tu vas mettre dans ton bilan. Parce que même si ce n'est pas une rémunération qui est versée, c'est une rémunération qui est déclarée. C'est-à-dire que du coup, tu peux ne pas te l'être versée. On va le comptabiliser dans le bilan en contrepartie de ce qu'on appelle le compte courant d'associé, qui est en gros la dette qu'a la société envers son associé. Et donc, du coup, tu peux même jusqu'au 17 mai de l'année d'après décider de ta rémunération en SARL. Attention, en SAS, c'est pas le cas, parce qu'en SAS, il faut faire un bulletin de salaire et payer les cotisations sociales qui vont avec sur les DSN. Et en gros, on a jusqu'au 15 janvier pour le coup en SAS pour arbitrer, parce qu'en fait, on fait les déclarations sociales, ce qu'on appelle les DSN, au 15 du mois suivant. Donc en fait, on a jusqu'au 15 janvier en SAS pour arbitrer. En SRL, on a jusqu'au 17 mai. Donc déjà, on a... À partir du moment où tu n'as pas déposé ton bilan, évidemment. Bien sûr, effectivement. Après, tu peux toujours rectifier. Jusqu'au 17 mai, tu peux... Ah oui, tu peux rectifier un bilan qui a été déposé au greffe ? Complètement. Oui, même au greffe. Oui, des fois, on rectifie des bilans qui étaient posés il y a 3 ans, 4 ans. Pas qu'on a fait, malheureusement. C'est des bilans qu'on récupère et qu'on corrige, effectivement. Ou des fois, il y a des... Bref, Donc oui, tu peux toujours corriger. Et puis l'alias... Tant que tu n'es pas passé le 17 mai, les impôts, ils ne la considèrent pas. Donc, au niveau de ton paiement, le paiement de ton impôt sur les sociétés, quand tu as l'impôt sur les sociétés, dans tous les cas, il est prélevé à l'échéance. Donc, jusqu'à l'échéance, tu peux modifier. Ok. Et par exemple, si je suis en SAS, donc on va dire au 10 janvier, je me dis, ok, je vais me payer 10 000, j'ai un compte rond. Est-ce qu'il y a un intérêt à se payer 10 000 d'un coup, ou est-ce qu'il y a plus un intérêt à s'être payé 10 fois 1000 dans l'année ? Franchement, ça va revenir à peu près au même. Je réfléchis, parce qu'après ça dépend du montant, mais là en l'occurrence je crois que sur un montant comme ça revient au même. A priori c'est peut-être plus sur des gros montants, où là tu vas passer des plafonds effectivement, ou peut-être ça va un peu tasser tes cotisations sociales, mais pas beaucoup. Franchement ça revient à peu près au même. Ce qui compte effectivement, c'est pour ça que en fait il y a des plafonds en fait effectivement, donc des tranches en fait, ce qu'on appelle les tranches au niveau des taux de cotisation sociale, qui font varier un peu varier un peu les taux, mais déjà le plafond de la sécurité sociale il est à 40 et quelques mille, donc tu vois en dessous de 40 et quelques mille, il n'y a pas beaucoup de modifications sur les tranches, parce qu'en fait souvent les tranches elles sont en fonction du plafond, ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale, donc il n'y a pas des grosses variations effectivement à faire l'un ou l'autre.
Ok, mais si c'est au lieu de 10 000 et 1000, c'est 100 000 et 10 000, Ouais, là, ça change plus, effectivement. Même si, après, au bout d'un moment, c'est pas des gros trucs non plus, mais ça se calcule, ouais. Ok, bon, très clair. Du coup, c'est quoi mes solutions pour me rémunérer on va dire, prenons l'exemple d'une boîte qui fait 100 000 euros de résultats à la fin de l'année et personne. Oui. La boîte a payé peut-être des gens, mais en tout cas, le dirigeant ne s'est pas rémunéré de l'année. À la fin de l'année, je constate que j'ai 100 000 euros de résultats qui permettraient de me rémunérer, de me les verser. D'un côté, je suis en SARL, de l'autre côté, je suis en SAS. À quelle sauce je suis mangé de chaque côté? Déjà, du coup, juste pour préciser, donc sur la SARL, j'ai dit qu'on était affilié au régime des indépendants. Et donc là, cette fois, là, pour prendre le même exemple que tout à l'heure sur les cotisations sociales, donc là où tout à l'heure c'était 85%, hein, je disais, pour arrondir, j'ai mis dans ma poche, ça coûte 1850. Là, cette fois, c'est 42%, à peu près, si j'arrondis. Donc ça veut dire que si je prends 1000, ça coûte 1420 à la société. Oui. Voilà. 1000 dans ma poche, 420 à l'URSSAF, donc 2 fois moins qu'en SAS. Donc déjà, tu vois, ça donne un premier indice sur quand je prends un salaire. Ouais. SARL versus SAS, bon, bah, il n'y a pas de match pour le coup. Ouais. C'est le vieux qui l'emporte, la vieille. Ok. Parce que il n'y a rien y a rien d'avantageux dans un bulletin de salaire, par exemple, par rapport à un versement ouais, DNS? bien sûr. Là, effectivement, il y a des petites subtilités, concrètement, mais effectivement, dans la grosse majorité des cas, c'est plutôt la SARL. Je fais l'exemple là, des 100 000 et puis après je reviens sur les particularités effectivement qui sont assez minimes mais qui peuvent avoir leur intérêt effectivement de temps en temps. Donc si je prends sur l'exemple des 100 000 euros, donc les 100 000 euros qu'on a imaginons en SAS. Donc ce dont je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est que là on a parlé rémunération et versement d'un salaire, on n'a pas parlé des dividendes. Oui. Le salaire c'est un versement que je me fais pour mon travail. Les dividendes c'est donc en tant que dirigeant. Les dividendes, c'est un versement pour mon capital en tant qu'associé. Oui. Ça, c'est parce que je suis actionnaire de l'entreprise. Le salaire, c'est parce que je suis dirigeant. C'est pas la même chose. Parce que tu es actif d'un côté, tu peux être passif de l'autre. Effectivement, dans la plupart des boîtes, c'est le dirigeant et l'associé, c'est la même chose. Mais chez Total, c'est pas la même chose, par exemple. Bref, dans une boîte du CAC 40, même moins grosse que ça, c'est pas la même chose. Et on a un dirigeant qui ne perçoit que des salaires et un actionnaire qui perçoit des dividendes. Voilà. Peut-être qu'il y a des dirigeants de chez Total qui nous écoutent pour avoir des conseils. Hein. Ouais, très bien. Ils les paieront moins cher que chez eux. Ouais, c'est possible. Et du coup... Donc, du coup, voilà déjà bien comprendre la différence entre les deux. Les dividendes, c'est pas la même fiscalité et c'est pas déjà la même chose parce que la rémunération, je la prends dans la société, ça génère une charge pour la société et qui va venir baisser mon résultat fiscal, alors que le dividende, c'est une distribution de mon résultat. Oui. C'est pas une charge. Et ça, c'est important à bien comprendre parce qu'en fait, souvent déjà, il y a une confusion là-dessus. C'est de comprendre que j'ai mon résultat. Il va être imposé à l'impôt sur les sociétés d'abord. Et une fois que j'ai pris l'impôt sur les sociétés, c'est là que je me distribue les dividendes et que je prends l'imposition sur les dividendes. Oui. Donc il y a double lame. Il ne faut pas oublier la double lame en fait. Voilà. Parce que souvent on a tendance sinon à oublier l'IS, à juste comparer les dividendes, c'est flat tax 30% maximum, donc versus les cotisations sociales ne serait-ce à 42%. Il n'y a pas de match. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a déjà eu l'IS avant. Donc les dividendes, c'est imposé à l'impôt sur le revenu comme... ce qu'on appelle un revenu de valeur mobilière et donc du coup c'est ce qu'on appelle la flat tax, donc prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, c'est-à-dire que concrètement c'est au pire des cas, au maximum je suis imposé à 30% là-dessus. Je dis que c'est au pire des cas parce que si mon impôt sur le revenu le permet, je peux potentiellement être imposé à moins si je choisis l'imposition au barème progressif, c'est-à-dire que si je choisis en gros la même imposition qu'un salaire. Un salaire, je suis au barème progressif, c'est-à-dire que j'ai un barème avec des tranches, je pense que tout le monde connaît, et selon où je me situe mon revenu, j'ai des tranches d'imposition. A priori, il y a quand même peu de dirigeants qui sont dans les tranches, dans la première tranche. Exactement, oui, effectivement. Donc on a la première tranche qui est à 0 d'ailleurs, ensuite on est à 11, 30, etc. 41, 45. Et au final, donc selon où on se situe dans la tranche, en fait, c'est l'euro supplémentaire qu'on impose qui est dans cette tranche. Ce n'est pas tout notre revenu, mais c'est des tranches par exemple progressives, comme son nom l'indique. Comme l'IS, en fait. L'IS, c'est les 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et 25%, c'est au-delà. Là, c'est pareil. Et en fait, du coup, si mon impôt sur le revenu me permet de payer moins
au global que 30%, parce que si je choisis l'imposition pour le barème progressif, je vais payer mon barème progressif, plus mes prélèvements sociaux à 17,2, là, il n'y a pas d'abattement, il n'y a rien. Si je suis en barème progressif, j'ai un abattement de 40% sur mes dividendes. Donc en gros, l'arbitrage qui se fait sur les dividendes, c'est soit je fais barème progressif avec abattement de 40% plus prélèvements sociaux à 17,2, soit flat tax 30%, tout compris. On fait l'arbitrage. Généralement, effectivement, la flat tax est plus intéressant, notamment plus on prend et plus c'est intéressant. Plus on a un revenu élevé, plus les dividendes sont élevés, plus c'est intéressant. Parce que ça, comme son nom l'indique, ça lisse. Ouais, ça flatte le taux, quoi. C'est pas progressif. Et donc mécaniquement, si on est dans une tranche ne serait-ce qu'à 30, même avec un abattement à 40, au final, on a quand même un intérêt à opter pour la flat tax. Parce qu'il y a les prélèvements sociaux aussi, voilà, qu'il ne faut pas oublier en plus derrière. 17,2, donc en fait, c'est ça. Donc 17,2 plus 12,8 c'est ça, c'est 30 moins 17,2, ça fait 12,8 d'impôt sur le revenu, donc il faut comparer en fait si je suis à 12,8 ou pas, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc sachant qu'au final, si je suis dans une tranche à 30, avec un abattement de 40, ça veut dire que j'impose 60. 60 fois 30, ça fait 18. Ça veut dire que je suis à 18%. Je suis déjà à plus que 12,8. Donc si je suis dans une tranche à 30, déjà, ça vaut pas. En fait, c'est cette tranche-là qui fait basculer généralement. Parce qu'avant, elle est à 11, donc même sans l'abattement, je suis en dessous. Donc c'est cette tranche-là qui fait basculer. Donc ça, c'est les dividendes. Et ça, si je suis en SAS, c'est comme ça. Si je suis en SARL, c'est plus complexe. Si je suis en SARL qui je distribue du dividende, c'est des cotisations sociales. En fait, il n'y a pas les prélèvements sociaux. C'est les cotisations sociales qui s'appliquent, en tout cas sur la partie des dividendes qui est supérieure à 10% du capital. Ah ouais, 10% du capital. Oui, ouais. Du capital et des comptes courants, des sommes mises en compte courant associé. Ok. Ah ouais. Donc en gros, tu prends ton capital des comptes courants associés et les dividendes versés supérieurs à 10% de ce montant-là, il y a les cotisations sociales donc à 42% qui s'appliquent sur les dividendes, plus mon impôt sur le revenu. D'accord. Voilà. La partie inférieure à 10% du capital, c'est exactement la même chose que dans une SAS. Ok. Voilà. Donc ça, c'est donc là, déjà... c'est beaucoup moins intéressant au final. Là, c'est beaucoup moins intéressant, sauf à partir d'un certain montant. Et tu verras avec des exemples chiffrés, effectivement, quand on en vient, notamment en gros sur des revenus à 6 chiffres sur une SARL, on commence à se poser la question des dividendes, parce qu'en fait, c'est là où ça devient intéressant de mixer salaire-dividende, parce que, en fait, au bout d'un moment, même si tu payes des cotisations sociales, sachant qu'elles vont elles-mêmes être déductibles de l'impôt sur les sociétés, ça va venir faire réduire ton impôt sur les sociétés, plus l'effet flat tax, en fait, parce qu'au final, tu as quand même les 12,8 qui sont flattés sur la partie impôt sur le revenu. Donc au final, tout mis l'un dans l'autre, au bout d'un moment, je dis pas que ça remplace la rémunération, mais ça vient s'additionner, si tu veux prendre du revenu supplémentaire dans une SARL. C'est plus intéressant au bout d'un moment de prendre le dividende. Je te donnerai un exemple chiffré. Donc voilà pour l'imposition, soit j'ai des rémunérations, soit des dividendes. Ça, c'est les modes de rémunération du dirigeant. Donc concrètement, dans une SAS, on le comprend, c'est plus intéressant de prendre des dividendes que du salaire, parce qu'on l'a vu, les dividendes, c'est 30% d'imposition flat tax, et même si j'ai mon IS avant. Par contre, le salaire, c'est 85%, donc c'est assez fort, plus mon impôt sur le revenu. La SARL, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la rémunération qui est avantagée, et dividendes un peu moins, en tout cas sur les premiers euros qu'on se distribue. Si on fait un exemple chiffré pour revenir à ton exemple donc de 100 000 euros, sur 100 000 euros, donc si je prends des dividendes en SAS, et là je vais arrondir les chiffres, j'ai des chiffres ultra précis mais je vais arrondir, ça me fait 58 000 euros net dans la poche. Donc j'ai 100 000 euros de résultats, comme tu le disais, disponibles. Je me distribue tout en dividendes, donc je passe la case IS, flat tax, etc. Il me reste 58 000 net dans la poche, tout payé. Ok. Voilà. C'est souvent un ratio que je donne d'ailleurs, parce que tu vas le voir avec les autres exemples, souvent en tout cas quand on optimise, on est à peu près là-dessus. Souvent on me dit en fait, mais en fait si je génère tant de bénéfices avant de m'être rémunéré, etc., combien je peux espérer moi avoir dans la poche une fois que j'ai tout payé? Et souvent on est en gros à 55-60%. Moi j'aime bien donner ce chiffre-là parce qu'on n'est pas loin de la vérité. En SAS tout. Ou en SARL. En SARL, tu vas voir, je spoil, mais tu vas voir, c'est le même résultat. Et en fait, au final, tu te rends compte que c'est à peu près toujours à peu près ça. Donc entre 55 et 60%, je pense que c'est intéressant d'avoir ce chiffre, de se dire, par rapport aux bénéfices importants, pas par rapport au chiffre d'affaires, parce que ça, je ne peux pas le deviner par rapport aux charges. Après, on peut le décliner par rapport aux charges qu'on a aussi, et faire une déclinaison depuis le chiffre d'affaires, en se disant à chaque fois que je fais X de plus en chiffre d'affaires, ça fait X. Oui, bien sûr. Ça peut faire peur là, parce que la déclinaison est un peu plus forte. Déjà là, elle est forte. Mais voilà, là, c'est une fois que j'ai tout payé, etc. Donc sur là, 100 de résultats, il me restera entre 55 et 60. Là, tu vois, on a 58 sur 100 000 en dividende en SAS. Okay. Si je prends cette fois tout en salaire en SAS, tu vois, là, je te fais les extrêmes pour l'instant.
tout en salaire en SAS, je suis à 47 000. Ok. Donc tu vois, là, j'ai déjà perdu 11 000. Et qu'est-ce que j'ai en plus, là, par contre, si je me les verse en salaire? Par contre, effectivement, là, le fait de m'avoir versé en salaire, j'ai des droits à la retraite. Oui. Le problème du dividende, c'est que je cotise pas pour la retraite. C'est ça. Donc, alors en soi, c'est pas un problème en soi en se disant, bah, c'est pas grave, je vais faire ma retraite autrement. Effectivement, pourquoi pas. Mais on va le voir par rapport à la SRL. Donc là, j'y vais, la SRL, si je me verse 100 000, mais je suis aussi à 58 000. Et même si je suis précis, tout à l'heure j'étais en dividende à 57 761. En SRL, je suis à 57 872. Donc je gagne même un petit peu plus. Okay. Mais bon, on va arrondir à 58 000. Donc en gros, je gagne la même chose. Sauf que par rapport au dividende en SS, là, je cotise à la retraite. Okay. Parce que j'ai pris un salaire. Ah ouais. Donc effectivement, concrètement, sur 100 000 euros, je gagne la même chose si je me verse des dividendes en SAS ou un salaire en SRL. Sauf qu'un salaire en SRL, j'ai cotisé à la retraite. Okay. Donc même si je m'en fiche de la retraite, pour gagner la même chose, autant la prendre. Ok. Voilà. En gros, c'est comme si on dit, est-ce que vous voulez un dessert, il est gratuit? Oui. Bah, ouais. C'est pas grave, je le prends. Tu le prends, tu le mangeras plus tard. Exactement. C'est la retraite. Surtout la retraite, ouais, c'est ça, c'est le principe. Okay. Et au pire, il sera plus bon et comme la retraite, elle sera plus là. Et voilà. Ouais. Mais autant le prendre. Quoi. Okay. C'est la cerise sur le gâteau. Et en matière de protection sociale, du coup, je sais pas moi, protection médicale, mutuelle, oui. etc. Est-ce qu'il y a des avantages? Alors, si je prends du dividende, dans tous les cas, j'ai pas de protection. Ouais. Donc, effectivement, ce qu'il faut comparer, en fait, c'est les deux. Si je compare, effectivement, donc salaire SS et salaire SARL, c'est 47 000 versus 58 000. Donc, effectivement, j'ai beaucoup moins SS. Ouais. Par contre, j'ai effectivement une protection sociale de base qui est plus complète parce que j'ai notamment tout ce qui est prévoyance et retraite qui est un peu plus complet. La prévoyance, ce qui est important, c'est assez mal assimilé souvent ce point-là, alors que c'est pour moi super important. Prévoyance, c'est tout ce qui est indemnité journalière en cas d'accident du travail, mais accident temporaire, définitif, etc. Mais imaginons que je me casse la jambe, que je ne veux plus travailler pendant 3 mois, ben, si je suis en SRL et que je n'ai pas pris de protection complémentaire, j'ai aucune couverture et j'ai rien. Okay. En gros, je n'ai pas de chiffre d'affaires pendant 3 mois, tant pis pour moi. En SAS, effectivement, par contre, j'ai par défaut une protection et des indemnités journalières assimilables à ce qu'ont les salariés. Quand même, j'ai quand même pris assez de salaire pour pouvoir valider ces montants-là. C'est combien ? Les indemnités journalières, je crois qu'il faut... J'arrondirais, mais je dirais que c'est à peu près 1 000 € par mois qu'il faut se prendre pour pouvoir les valider. Sachant qu'il y a eu des paliers avant, parce que pour valider 4 trimestres retraite, il faut se prendre à peu près 7 000 € par an. Donc ça fait à peu près 550 € par mois, un truc comme ça. Et il y a aussi pour valider ce qu'on appelle, pour éviter la taxe PUMA. Donc la taxe PUMA qui n'est pas très connue, c'est pas rien à voir avec l'animal, c'est ni avec la voiture, pour les puristes. Ouais, ni la marque de fringues. Ni la marque de fringues, qui vient effectivement. Tout est lié. Mais là, c'est la protection universelle maladie, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, en fait, c'est une taxe qui fait que si tu as des revenus du capital plus importants que des revenus du travail, tu dois payer cette taxe. Revenu du capital, donc c'est dividende. Exactement. Okay. Donc en gros, si tu prends que du dividende, par exemple, et pas du salaire, tu dois payer cette taxe sur les revenus du capital. C'est combien la taxe ? Alors, la taxe, c'est 8%, sachant que... 8% de quoi ? 8% de ta base de tes revenus du capital. Okay. Sachant que si... C'est pour ça que je disais qu'il y avait ce plafond-là, parce que si tu as pris... En fait, c'est dans deux cas, c'est si tes revenus du capital sont supérieurs à vérifier, mais de mémoire, je dirais 20 000 € et que tes revenus du travail sont inférieurs à 8 ou 9 000 € par an, dans ces ordres de grandeur. C'est pas une taxe que je tiens par cœur parce qu'elle est assez rare, mais à vérifier, mais c'est à peu près ça. C'est à ce moment-là que ça se déclenche. Donc en gros, si je me verse plus de 20 000 € de dividendes par an, il faut que je pense à avoir au moins un salaire autant de moins... de rémunération. Non, c'est pas autant, c'est 8-9 000 €. Ah oui, au minimum. L'état d'esprit, c'est d'avoir à peu près, mais sinon, il faut avoir au moins ça. Ouais. Parce qu'on considère que tu as payé au moins, sinon, avec 8-9 000 €, tu as couvert ta protection sociale, etc. Donc, du coup, sachant que c'est dans le foyer. Donc, si tu as un conjoint qui le gagne, c'est bon. Ah oui. Okay. Toujours pareil, en raison d'un foyer fiscal. Donc, ça, c'est... voilà. Donc, si en gros, on veut valider les trimestres retraite, éviter l'expuma et valider les indemnités journalières, il faut effectivement au moins se verser, on va dire, 1 000 € par mois en SAS pour valider tout ça. Donc, effectivement, tu vas avoir ta prévoyance, tu as ta retraite, etc. C'est cool. Sauf que, en SARL, tu peux arriver à avoir la même protection sociale pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que concrètement, si tu vas avoir la même couverture, il faut prendre ce qu'on appelle des contrats Madelin. Donc ça, c'est auprès d'assureurs privés. April, Generali, AXA, Allianz, c'est ceux qui en font le plus. Tu as maintenant aussi même des
des mutuelles. Néo-assurances. Hein. Ouais, c'est ça, en ligne, type Alan, qui aussi propose ça. Et en fait, du coup, ça, c'est des contrats privés qui te permettent d'avoir les mêmes couvertures, prévoyance, retraite, mutuelle, mais beaucoup moins cher parce que c'est la magie du système privé, en fait. Comme par hasard, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, du coup, c'est des assureurs en plus, voilà, qui sont habitués à... Ouais. Ils font travailler cet argent-là, donc ils savent ce qu'ils font. Et du coup, c'est comme une assurance, c'est-à-dire que tu payes ça, et généralement, franchement, c'est quand même une bonne rentabilité là-dessus parce que on va dire que c'est quelque chose qui va te coûter, et encore un grand maximum de l'ordre de 5% de ta rémunération pour pouvoir avoir la même couverture qu'un SS. Okay. Donc c'est-à-dire que même si tu vois dans mon exemple, je rajoutais des cotisations sociales, dans tous les cas, le salaire en SARL resterait largement beaucoup plus avantageux que le salaire en SS. À protection équivalente. À protection équivalente, effectivement. Okay. Et versus les dividendes en SS, encore plus parce que j'ai la retraite et tout ce qui s'ensuit. Donc sur l'exemple des 100 000 euros à distribuer, on va dire, oui. toute considération IS, etc., mise de côté, hein, mais parce qu'on a vu qu'il fallait quand même faire la différence entre le résultat avant IS et après IS, notamment pour la distribution de dividendes. Là, on est sur un résultat avant IS. Voilà, avant IS, comme ça tu choisis comment tu le ventiles. Est-ce qu'on pourrait conclure du coup que c'est plus intéressant de maximiser le salaire quand il s'agit de salaire sur la partie SARL ? J'ai l'impression que oui. Oui, c'est ça ? Totalement. Okay. Et si par contre j'ai beaucoup plus de résultats que ça à distribuer, est-ce que là, il y a une mécanique qui est plus intéressante ou est-ce qu'encore maximiser le salaire, ça a du sens ? Effectivement, là, on peut pouvoir rentrer dans des mix. Mais déjà, la première conclusion qu'on peut avoir à ce stade-là, déjà, effectivement, c'est que, chiffre à l'appui, la rémunération en SARL est parmi tout ce qui s'offre à nous, en tout cas quand on veut se rémunérer de cette activité-là, que c'est notre source de revenus, reste le plus intéressant versus des dividendes en SS, versus un salaire en SS ou versus des dividendes en SARL, parce que je ne l'ai pas dit, dividendes en SARL sur 100 000, il te reste 56 000. Donc tu vois, c'est quand même plus intéressant que le salaire SS, mais bon, tu n'as pas la protection sociale. Au final, tu vois, on n'est pas loin, dividende en SARL, on est à 56 versus 58 sans salaire. Donc tu vois, au final, le poids en fait s'équilibre vachement au niveau de l'IS, parce qu'en fait, tu payes beaucoup moins d'IS par rapport aux dividendes en SS, donc en fait, ça s'équilibre quand même pas mal. Mais bon, du coup, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le salaire en SARL, c'est non seulement c'est celui où tu gagnes le plus autant que les dividendes en SS, mais tu as la couverture retraite, donc c'est effectivement le meilleur moyen de se rémunérer. Maintenant, et après on verra quand même qu'il y a des intérêts à quand même avoir une SS dans d'autres cas. Mais maintenant, si déjà je passe sur un exemple supérieur, donc à 200 000, okay. Imaginons 200 000, là cette fois, 200 000, on se rend compte en fait que ça devient plus intéressant de mixer dans la SARL dividendes et salaire. Ça reste toujours la SARL le plus intéressant, donc si je prends mon exemple sans mixer 200 000 dans la SS, il me reste 108 000 en dividendes. Salaire en SS, 86 000. Donc là, tu vois, les effets de levier se démultiplient, ça devient vraiment des gros gaps. Salaire en SARL, 107 000. Donc tu vois, là, ok, le dividende en SS reprend un petit peu, mais 1 000 euros, hein, pour pas avoir de cotisation retraite en face. Donc tu vois, il n'y a pas un gros écart. Et les dividendes en SARL, 106 000. Donc c'est à peu près la même chose. Donc le salaire en SARL reste quand même la même chose, parce que c'est à 1 000 euros près la même chose qu'en dividende, mais il y a les cotisations retraite en face. Et si maintenant je mixe mes dividendes et mes salaires dans la SARL, en fait, je peux monter à 111. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, là où j'étais à 107, quand je prenais que du salaire. Et là, je peux aller chercher un peu. Bon, encore une fois, ça revient à payer combien, grosso modo, de dividendes sur les 200 000 ? Et là, sur les 200 000, ça fait, pour être précis, parce que là, on a fait vraiment, parce que nous, on a un outil de calcul automatique de cette optimisation-là, 118 000 de rémunération, et donc, dividendes distribuables, le reste. Là, ça fait 25 000 à la fin, parce qu'une fois qu'en fait, tu as payé tes charges sociales et ton IS. Okay. Voilà. Donc en gros, et après tu payes ton impôt sur le revenu derrière. Mais ça, c'est des simulateurs, Mathieu, qu'on peut trouver sur votre site, ou c'est des simulateurs que vous avez en interne ? Celui-là, on l'a qu'en interne. Le mix salaire-dividende, en fait, oui. Attends. Ah non, je crois que celui-là, on l'a sorti. Non, t'as raison. Celui-là, on l'a sorti. C'est vrai que... Non, c'est pas celui-là qu'on a. On en a un autre qu'on a qu'en interne, effectivement. Donc, il faut avoir le privilège d'être client chez nous pour avoir le droit. Mais c'est pas celui-là. Celui qu'on a, nous, en interne, c'est un qui mixe, en fait, à la fois salaire-dividende en SAS, salaire-dividende en SARL, et enfin, qui fait un mix de plein de choses, en fait, de toutes ces choses-là. Là, c'est effectivement un peu celui-là, il est disponible sur notre site. D'ailleurs, sur notre site, on a plein d'autres simulateurs, effectivement, qui permettent d'arbitrer, de choisir soit de calculer, par exemple, dividende SS versus rémunération SARL. Ouais.
ou qui permettent d'arbitrer prime ou dividende, effectivement. Ok. Celui-là, on l'a, effectivement. Ce qui, en fait, souvent d'ailleurs, quand on explique pourquoi on compare à première vue, déjà juste pour faire la différence entre les deux, on compare dividende en SAS et prime en SRL, et on nous dit, ouais, mais en fait, vous ne faites pas des mix. Donc, c'est pas, on a d'autres options. Effectivement, on a d'autres options, mais en fait, on prend les extrêmes parce que les mix, ils vont forcément, alors sauf être dans des gros montants, on l'a vu, ils vont forcément diminuer le montant restant. Parce qu'en fait, si on fait un mix en SAS, on va gagner forcément moins que si on prend du full dividende. Parce que le salaire va nous tirer vers le bas, le net perçu. Et si on fait du mix dividende en CRL sur un montant trop faible, pareil, ça va nous diminuer. Par contre, ça peut effectivement augmenter. Mais ce qu'on veut montrer souvent là-dessus, c'est que la rémunération en SRL est plus intéressante. Donc, on ne peut que gagner plus en mixant avec du dividende. Par contre, tu vois, c'est quand on est sur 200 000. 100 000, tout à l'heure, ce n'était pas encore le cas. On sait que la bascule, elle se fait à peu près là-dessus. Et là, c'est ce que je disais. En tout cas, la rémunération, là, j'ai mis 118 000 de rémunération pour optimiser. Donc, c'est à peu près, on se rend compte souvent que c'est à peu près cette barrière des 120 000. Après, ça dépend de ton foyer aussi perso, de ton imposition au niveau de ton foyer fiscal. Mais sinon, généralement, c'est à peu près là-dessus que ça se joue. Donc, on va dire, si j'arrondis 10 000 euros par mois, à peu près, jusqu'à ce montant-là, on peut prendre de la rémunération sans trop se poser de questions. Ok. Et voilà, sachant qu'encore une fois, là, on parle vraiment de si on veut tous distribuer dans la poche. Si, on n'est pas obligé de tous distribuer. Oui. Bon, après, ça peut être 200 000 dispo, mais non plus, c'est pas forcément du résultat, mais ça peut être de la dispo pour rémunération du dirigeant. Oui, c'est ça. Donc, ça. Mais au final, ta boîte peut faire plus, mais toi, tu veux Exactement, dédier. Totalement. Si, comme tu dis, ton but, c'est de te payer 10 000 net par mois, bah, du coup, il te faut 200, quoi. Ouais. Grosso modo. Oui, mais tu auras même des dividendes. Ouais. Si je conclus rapido, moi, comme ça, là, tu vois, à chaud, je me dis que clairement, pour se rémunérer en tant que dirigeant, il vaut mieux une SARL aujourd'hui, d'après les exemples qu'on vient de voir. Oui. Et que finalement, la SAS, elle est plus propice à ce qu'on peut appeler un side business. Si par exemple, je suis salarié, je veux monter un business à côté, j'ai plus intérêt pour pas payer des cotisations minimales, etc. J'ai plus intérêt à avoir une SAS et à me payer en dividende en plus, parce qu'en plus, ce ne sera pas considéré comme ma rémunération principale aussi. Ou alors que si c'est un business annexe, annexe, ou une filiale. J'ai plusieurs business, donc moi, ma rémunération, elle se fait souvent sur peut-être ma holding, et dessous, j'ai des filiales qui, elles, sont en SAS pour cette modularité, comme tu disais, si jamais il y a des actionnaires différents, etc., et qui, elles, peuvent faire remonter les dividendes, et après, moi, je choisis dans ma holding, c'est ça, de me payer ou de ne pas me payer. On va pas rentrer dans le détail, peut-être ? Oui, non, sans rentrer dans le détail de la holding, mais déjà, ce qui est important à préciser, c'est que dans les SAS, effectivement, ça garde son intérêt. Si, par exemple, c'est un side business, comme tu disais, je suis salarié à côté, c'est un revenu complémentaire. Et donc là, effectivement, on a plutôt intérêt à dire, je prends des SAS, je ne paye pas les cotisations minimum parce qu'effectivement, en SARL, si tu ne te rémunères pas, tu payes quand même les cotisations minimum, donc de l'ordre de 1 300 euros par an. En SAS, c'est pas le cas. Donc toi, je me rémunère pas en SAS, j'ai pas de charge. Donc au final, ça va faire en sorte que ça va favoriser deux choses. Soit si je suis en side business, effectivement, je me rémunère pas assez du bonus, je prends du dividende, je m'en fiche de cotiser à la retraite, je suis salarié en parallèle pour le faire. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la création d'une entreprise où j'ai des aides au retour à l'emploi, donc des allocations chômage, parce qu'en fait, c'est comme si j'étais un peu salarié en parallèle de Pôle emploi. En gros, on me verse un salaire qui me permet de cotiser déjà à la retraite, en plus. Ça, on ne sait pas souvent, mais quand je suis à Pôle emploi, je cotise en fait. Et en plus de ça, du coup, j'ai pas besoin forcément de me prendre une rémunération sur l'entreprise. D'ailleurs, si je la prenais, Pôle emploi ne me verserait plus parce qu'il considérait ça comme un salaire. Et donc, du coup, non seulement je paye pas les cotisations minimum parce que je prends pas de rémunération, et en plus, ça me permet de maintenir mes allocations retour à l'emploi tant que je ne me verse pas de salaire et pendant ce temps, potentiellement me verser des dividendes, même si je ne le conseille pas parce qu'il y a des pôles emploi qui sont un petit peu plus aventuriers que d'autres et qui du coup commencent des fois à remettre en cause le fait que les dividendes, ça puisse être une forme de rémunération, etc. Donc, je conseille quand même que tant qu'on est à Pôle emploi, on ne se verse même pas de dividendes, sécurité, quand c'est fini, on stocke et on se le verse plus tard. Par contre, ce qu'on constate... Sachant qu'on peut verser des dividendes genre sur une année donnée qui représentent des bénéfices d'années précédentes. Oui. On peut revenir à combien d'années ? Bien sûr, autant qu'on veut, parce qu'en fait, en gros, quand on distribue, soit on distribue effectivement des dividendes qui sont les résultats de l'année d'avant, soit on distribue des réserves. Okay. Et en fait, si on distribue des réserves, ça peut être des bénéfices cumulés en fait depuis le début de la boîte. Quoi. Okay. Donc ça, c'est important. Et du coup, ce qui se passe pour les créateurs, souvent, donc ils créent en SAS pour pouvoir avoir l'avantage de ne pas avoir les cotisations minimum, notamment. Et ensuite, dès qu'ils ont fini Pôle emploi, transformer en SARL le jour où ils ont besoin d'une rémunération régulière pour pouvoir avoir l'avantage des cotisations sociales en SARL.
Il y a un petit coût à la transformation, c'est vrai, et on me le dit assez souvent en disant ouais, mais en fait, au final, pour avoir le coût de la transformation à la sortie versus le coût des cotisations minimum, ça revient un peu au même. C'est quoi le coût de la transfo ? Le coût de la transfo, en tout cas chez nous, si je te prends tout compris avec les frais annexes, etc., on va être soit un coût entre 1500 et 2000 euros. Okay. Dans ce sens-là, c'est assez facile SAS vers SARL, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un commissaire à la transformation. Dans l'autre sens, il y en a un. Dans l'autre sens, ça coûte quasiment 2 fois le prix. Okay. Pas dans ce sens-là. Donc bon, ok, on a quand même, malgré tout, même au pire des cas, ça coûte 2000 euros. J'ai quand même économisé 3000 euros à peu près pendant 2 ans avec la cotisation, donc je gagne déjà 1000 euros. C'est déjà ça. Et puis au-delà de ça, moi, ce que j'ai tendance à dire, et je le vois d'expérience en tout cas sur toutes les boîtes que l'on a, aussi, on s'est laissé une chance à ce que si au bout des 2 ans, je ne suis pas dans une position de me rémunérer, parce que bon, tant mieux, effectivement, on croit toujours à son projet, etc., et on veut en vivre, c'est très bien, mais il y a la réalité du terrain qui fait qu'il y en a quand même plus de la moitié, voire même 2 sur 3, qui, au bout de 2 ans, ne sont pas en mesure de se rémunérer. Et donc, soit vont reprendre un job salarié, soit vont fermer la boîte, soit peu importe. Je reprends un job salarié, il faut mieux que je reste en SAS. Si je ferme la boîte, au moins, pendant ces 2 ans-là, j'ai économisé mes cotisations, alors que si j'avais été en SARL, je les aurais payées. Donc, en fait, il faut quand même mieux démarrer en SAS. Ou alors, je sais pas, au bout de 2 ans, je m'associe ou je relève des fonds, etc. Je préfère être en SAS. Donc, il faut mieux démarrer en SAS, en gros, dans le doute, et transformer après au bout de 2 ans. Plutôt que faire l'inverse en fait en disant dès le départ je vais faire SARL parce que je suis sûr de moi, etc. Ouais, mais en fait on n'est jamais sûr de rien, on ne sait pas dans 2 ans ce qui peut se passer. Quand même la boîte marche bien, mais ça peut être pour d'autres perspectives qu'il faut mieux avoir une SAS. Donc effectivement, dans ce cas-là, on fait une SAS. Et un autre point très important aussi, c'est que par contre pour les dirigeants qui auraient des problèmes de santé, c'est potentiellement aussi important de rester en SAS et de se rémunérer en SAS, de payer des cotisations plus chères, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'auront peut-être pas la faculté de trouver un assureur privé qu'il faudra les assurer. Okay. On parlait de prévoyance tout à l'heure, Ils sont peut-être plus enclins en plus à cette problématique, donc ils arriveront peut-être pas à trouver un assureur qui voudra leur compléter leur protection sociale, et du coup c'est peut-être eux qui en ont le plus besoin. Donc potentiellement, malheureusement, il faut mieux qu'ils payent plus de cotisations sociales, mais qu'ils assurent le coût en restant en SAS. Donc on a par exemple, nous, des dirigeants qui se rémunèrent en SAS parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas d'assureur en SARL pour compléter leur protection sociale, alors que c'est eux qui en ont besoin. Donc ça, c'est quand même un point aussi très important. Et le dernier point, c'est effectivement, comme je le disais, si notamment je suis une filiale, par exemple, effectivement, que je ne me rémunère pas dedans, c'est totalement le statut le plus adapté, effectivement, pour une filiale d'être en SAS du moment où je ne me rémunère pas. Ok, merci. Je veux revenir juste sur un petit point, le point, on va dire, prévoyance du dirigeant, en tout cas, prévoyance, santé, enfin mutuelle. Ouais, prévoyance. Voilà. Du dirigeant en SAS, s'il y a une mutuelle donc, d'entreprise qui est obligatoire dans les entreprises, est-ce que lui, le dirigeant en tant que mandataire social de la boîte, il peut profiter de cette mutuelle-là ? Bien sûr, oui. Okay. Donc ça, c'est l'aspect mutuel. En fait, tu as 3 volets. Tu as mutuelle, retraite, prévoyance. Ouais. Donc mutuelle, effectivement, c'est cet aspect-là. Et c'est ce qu'on appelle des fois la prévoyance collective. C'est pour ça que on a tendance à confondre les deux, mais c'est ce qu'on appelle la mutuelle. Ensuite, la partie retraite. Et après, la partie prévoyance, c'est vraiment tout ce qui est indemnité journalière. Ce qu'on appelle prévoyance en mode arrêt de travail, même invalidité, décès, etc. Ok. Voilà. Et l'autre, c'est plus pour les lunettes, ouais, exactement. La mutuelle, c'est ça, c'est la mutuelle classique. Ok, très clair. Ouais. Bon, merci beaucoup Mathieu, c'était très intéressant. Donc, on vous mettra d'ailleurs le lien des simulateurs dans la description de l'épisode pour que vous puissiez faire vos petits calculs vous-même. Donc, on verra vite avec vos chiffres à vous, du coup, surtout. Enfin, vous verrez vite avec vos chiffres à vous ce qui est plus intéressant pour vous, pour votre propre cas, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent dans les épisodes ici, mais nous, on essaie de vulgariser un peu le truc, on généralise parfois, mais bon, c'est pour la compréhension de tout le monde. Mais il y a quand même, chaque cas est unique en fonction du ménage, du revenu du conjoint, de l'imposition, de la tranche d'imposition, etc. Ok, bon, en tout cas merci beaucoup, merci à tous aussi d'être là chaque semaine, et puis on vous dit à très vite parce qu'on va parler avec Mathieu très vite de montage, holding, société mère-fille, et ça je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, et on n'a pas parlé d'un truc, mais on en parlera peut-être un autre jour, c'est la rémunération du dirigeant dans le cadre d'une activité 100% immobilier, type je veux devenir rentier, c'est quoi la meilleure façon de me rémunérer quand je suis rentier, mais on n'a pas le temps sur cette capsule, donc on en parlera une autre fois. Prochain épisode. Voilà, merci, ciao. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.
Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.